On laisse tous une trace dans le monde numérique, une sorte d'ombre. Aujourd'hui, en s'inspirant du livre de Jimmy Kongolo Yamwimbi, on va justement plonger dans cette ombre pour voir ce qui s'y cache. Et surtout, on va voir comment s'en protéger. Faut bien se le dire, dans notre monde hyper connecté, la cybersécurité, ce n'est plus du tout un sujet pour les experts. Non, c'est devenu une compétence quasi vitale. C'est tout simplement essentiel pour s'en sortir au XXIe siècle. Elle est forte cette phrase, non ? Ça fait réfléchir. En gros, ça nous dit que le maillon faible, la porte d'entrée pour un pirate, eh bien c'est cet objet qu'on a constamment dans la main. C'est nous en fait. Chacun de nous est une faille de sécurité qui se balade. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par voir comment, sans même qu'on s'en rende compte, toute notre activité en ligne fabrique une version numérique de nous-mêmes. Une sorte d'ombre, mais une ombre qui sait tout de nous et qui est incroyablement vulnérable. Et ça porte un nom, ce concept, le jumeau numérique. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien réel. Chaque clic, chaque like, chaque photo envoyée, tout ça vient nourrir cette copie de notre vie. Et le problème, c'est que cette copie, elle, devient une cible en or qui peut se vendre sur le dark web ou servir à faire du chantage. Et attention, on ne parle pas juste de données pour nous vendre des pubs, il faut vraiment voir ça comme la matière première de la cybercriminalité. Avec toutes ces infos, il devient possible de prédire les comportements, et donc c'est beaucoup plus facile de les manipuler. Alors, maintenant qu'on a posé ça, parlons de la technique de piratage la plus redoutable. Et en fait, elle ne s'attaque pas du tout à l'ordinateur, mais à la personne qui est juste devant. Ça s'appelle l'ingénierie sociale. Oubliez l'image du hacker qui tape des lignes de code à toute vitesse, pas du tout. Ici, le but du jeu, c'est d'exploiter nos émotions les plus basiques, la peur, l'envie ou encore le respect qu'on a pour l'autorité. Mais comment ça marche concrètement ? Eh bien, le cybercriminel va jouer sur des ficelles psychologiques super connues. L'urgence et la peur, ça nous fait paniquer et cliquer sans réfléchir. La promesse d'un gain facile, ça baisse notre garde. Une figure d'autorité, on a tendance à obéir sans discuter. Et si ça vient d'un ami, on est tout de suite en confiance. Ces 4 leviers sont là pour court-circuiter notre cerveau logique. Un exemple très connu, c'est la fraude au président. Imaginez la scène. Un comptable reçoit un mail de son soi-disant PDG, le ton est hyper pressant, il faut faire un virement, c'est urgent, c'est top secret. La pression de l'autorité est tellement forte que, hop, toutes les procédures de sécurité habituelles peuvent sauter. Bon, on a vu le piratage de l'esprit. Maintenant, regardons comment tout ça se concrétise sur les appareils qu'on utilise tous les jours, que ce soit pour nos finances ou notre vie perso. Prenons les cryptos par exemple. C'est super important de faire la différence entre un portefeuille chaud, en ligne, pratique, mais aussi très exposé, et un portefeuille froid, hors ligne. Lui, c'est un peu comme un coffre-fort. Moins pratique au quotidien, mais niveau sécurité, c'est le top. C'est toujours ce choix à faire entre le côté pratique et la sécurité. Mais il y a une menace, peut-être la pire de toutes aujourd'hui, et ce n'est pas de se faire deviner son mot de passe. Ça s'appelle le SIM swapping. Le principe est simple et terrifiant. Un pirate arrive à convaincre un opérateur téléphonique de transférer un numéro sur sa carte SIM. À partir de là, c'est fini. Il reçoit tous les codes de sécurité, tous les messages de validation, et il peut prendre le contrôle de toute une vie en ligne. Ok, on quitte un peu le monde virtuel pour revenir dans un endroit très concret chez nous. Parce que nos maisons, avec tous les objets connectés qu'on y a mis, sont devenus de vrais passoires en termes de sécurité. Faites le compte un instant. Chaque objet qu'on appelle intelligent à la maison, la télé, l'enceinte, la voiture, même le frigo, il faut voir chacun d'entre eux comme une porte. Oui, une porte qui donne directement sur notre vie privée. Et le pire, c'est que cette porte, quelqu'un peut l'ouvrir à des milliers de kilomètres de là. Et là, le danger est bien réel. On parle d'une voiture dont on peut désactiver les freins à distance, d'une enceinte qui se transforme en micro pour écouter tout ce qui se dit, d'une caméra de surveillance qui nous espionne. Et parfois, même l'appareil le plus anodin, genre le lave-vaisselle connecté, peut servir de tremplin pour s'attaquer à quelque chose de bien plus sensible, comme l'ordinateur du boulot qui est sur le même réseau. Bon, le tableau est un peu noir, je vous l'accorde, mais assez parlé des problèmes, maintenant on passe aux solutions. La question c'est, comment on se défend, comment on fait pour bâtir sa propre forteresse numérique ? La base de tout, c'est d'avoir une bonne hygiène numérique. C'est comme se laver les mains, mais pour le digital. Et il y a des règles, elles ne sont pas négociables. On fait ces mises à jour dès qu'elles sortent. On utilise des mots de passe longs, uniques, et on les met dans un gestionnaire. On se méfie de tout ce qui est gratuit, surtout les Wi-Fi publics. On ne branche jamais une clé USB qu'on a trouvée par terre. Et surtout, on active l'authentification à 2 facteurs absolument partout où c'est possible. Ok, ça c'est pour la technique, mais contre la manipulation pure, contre l'ingénierie sociale, c'est quoi l'arme la plus puissante ? La réponse, c'est la vérification hors canal. C'est tout simple. On reçoit une demande bizarre et urgente par mail, on ne répond pas par mail. On prend son téléphone et on appelle la personne. Ou on va la voir directement dans son bureau. Bref, on change de moyen de communication pour être sûr. C'est vraiment la règle d'or. On arrive à la fin et tout ça nous mène à une idée centrale.
L'objectif, ce n'est pas juste d'avoir peur. C'est de changer de posture, de passer de l'état de proie potentielle à celui de quelqu'un qui maîtrise sa sécurité numérique. Parce que la vraie sécurité, au fond, ce n'est pas un logiciel qu'on achète. C'est un état d'esprit. C'est une compétence qu'on développe, une nouvelle forme de culture générale. Ça demande de la vigilance et un peu de scepticisme sain. Et cette dernière phrase, elle résume parfaitement l'enjeu. Dans un monde où tout est une cible potentielle, ne pas savoir, c'est se mettre en danger. La seule véritable armure qu'on ait, c'est la connaissance. C'est ça qui fait passer de l'état de victime à celui de maître de son propre château fort. Et je vous laisse avec une dernière question pour la route. Une fois que cette forteresse numérique est en place, il faut se demander à qui a-t-on finalement donné un double des clés? Toutes ces applications, tous ces services, à qui on a donné accès? La vigilance, en fait, ça ne s'arrête jamais vraiment.